Bah, voilà, je pense que, bah voilà, Ouais. à Bonjour toi. à toutes et à tous. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour l'invitation. Donc, moi, je vais vous parler d'une application pratique de l'IA dans un domaine qui n'est pas directement chirurgical, mais qui est plutôt dans le domaine du diagnostic. Donc, bien sûr, avant d'opérer, avant de prendre en charge les patients, il faut poser un diagnostic précis. Et ce problème est d'autant plus aigu dans le domaine des maladies rares. Donc, moi, je suis chirurgien maxillofacial à l'hôpital Necker Enfants Malades et j'ai un laboratoire à l'Institut Imagine où je travaille sur les questions de croissance et de croissance crânienne, de croissance crânio-faciale, principalement dans le domaine des maladies rares. Donc, les maladies rares, c'est 7000 types différents de pathologies. Et donc, ça touche beaucoup de monde, même si les maladies sont rares de manière individuelle et isolée. C'est une très grosse population qui est touchée par la maladie rare, 350 millions de personnes dans le monde et 3 millions en France. Et ce sont des pathologies qui sont parfois graves avec bien sûr beaucoup d'enfants qui sont touchés vu que le diagnostic est généralement précoce et avec 10% de décès entre 1 et 5 ans pour l'ensemble des maladies rares. Et l'enjeu du diagnostic est particulièrement crucial pour ces pathologies parce qu'on est confronté à un problème de santé publique dans ces maladies rares qui est l'errance diagnostique. Il y a un délai de 4 ans en moyenne pour un quart des patients présentant des maladies rares pour qu'on commence une recherche de diagnostic qu'on pourrait qualifier d'organisée et d'efficace. Et ensuite, il y a en moyenne 1 an et demi pour obtenir ce diagnostic et parfois même plus de 5 ans pour un quart des patients pour lesquels on a lancé le diagnostic. Donc, en gros, ça met beaucoup de temps. Et pendant cette période d'errance diagnostique, il y a une morbidité qui est non négligeable avec un retard pour la mise en place de traitements. Alors, parfois uniquement d'accompagnement, mais aussi parfois véritablement curatif et une morbidité qui est non négligeable. Donc, améliorer le diagnostic et diminuer cette errance diagnostique, c'est un problème qui est crucial pour la prise en charge des maladies rares. L'autre chose qui est importante, c'est que il y a 30 à 40 des maladies rares, d'une manière très générale, qui présentent des caractéristiques faciales. Alors, le terme de dysmorphie crânio-faciale est peut-être un peu fort, mais beaucoup de pathologies, par exemple rénales ou hépatiques, ont des caractéristiques faciales qui sont reconnaissables et qui positionnent les patients dans un domaine spécifique de la variabilité interindividuelle. Bien sûr, certaines pathologies comme celles qui sont représentées ici sont de véritables maladies crânio-faciales avec des phénotypes identifiables, mais beaucoup d'autres pathologies d'organes, par exemple non crânio-faciales, ont également des caractéristiques faciales qui pourraient permettre de les diagnostiquer. Et donc, le visage est un point d'entrée intéressant pour s'attaquer à ce problème de l'errance diagnostique. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec mon labo à l'Institut Imagine. On a essayé de développer une application qui utilise l'IA pour orienter le plus rapidement possible les enfants vers le CCMR ou le CRMR le plus adapté sur la base de quelque chose de très simple, uniquement une photo de face et de profil. L'idée, c'est de diffuser cette application de manière gratuite pour tous les professionnels de santé, j'espère à la fin de l'année 2025, pour qu'ils puissent, au cours d'une consultation, prendre une photo de face et de profil s'ils ont un doute sur une orientation diagnostique. Et il y aura deux phases, comme vous allez le voir plus tard. Une première phase où on va leur donner une orientation vers un centre de référence et une deuxième phase lorsqu'on sera plus avancé dans nos démarches réglementaires où on pourra donner un pourcentage de diagnostic qui sera délivré par l'application. Alors voici à quoi ressemble l'application. Ça, c'est l'interface sur téléphone. Donc, vous voyez, ça, c'est la page d'accueil. C'est une petite vidéo. Voilà. Donc, quelques images d'accueil. Donc, toutes les photos qu'on voit, c'est des photos générées par IA, donc c'est pas des vrais patients. Donc, ça, c'est une photo prise sur un écran, mais bien sûr, on le fait avec un patient en face de nous. Donc, une photo de face, une photo de profil avec l'oreille dégagée, parce que notre application analyse aussi la forme de l'oreille. Il y a un petit contrôle qualité fait par l'utilisateur lui-même sur le cadrage de la photo. Et puis, le résultat est le suivant. On a un score de dysmorphologie
qui donnent une idée de l'anormalité globale du visage, et puis les syndromes les plus fréquents avec des pourcentages de liens avec le syndrome et une carte de France avec l'orientation vers le centre de référence ou le centre de compétences le plus adapté. Alors, le score de dysmorphologie, il est utile dans les cas où l'application ne diagnostique pas la pathologie, mais indique quand même que quelque chose ne va pas en termes de morphologie du visage et donc indiquerait quand même des investigations. Et les petites images que vous voyez à côté des syndromes sont des images synthétiques. Nous avons développé pas encore tous, mais on va le développer pour tous les syndromes, une image type générée par IA, voilà, comme celle-là par exemple, qui résume les caractéristiques des pathologies et qui permet d'éviter bien sûr d'utiliser des images identifiantes. Donc, comment fonctionne cette application? Ça repose sur plusieurs travaux scientifiques dans le labo. Ça avait commencé par une thèse de science il y a 3 ans. C'est une combinaison entre ce qu'on appelle de l'apprentissage profond et des statistiques type IA un peu plus classique, comme qu'on appelle apprentissage machine. Donc, c'est une approche mixte avec de l'analyse d'images en tant que telle, avec des landmarks, comme vous voyez ici. Donc, on a développé un système qui projette des landmarks automatiquement sur la face et qui analyse les coordonnées des landmarks et qui fait des statistiques, en gros. Donc ça, c'est la partie apprentissage machine. Et puis, il y a une partie apprentissage profond, deep learning, euh, le, le, le système boîte noire dont on a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, qui aussi fait de la classification. Et donc, en combinant ces deux approches, on arrive à établir des pourcentages assez fiables pour tel ou tel diagnostic. Je vais vous montrer quelques exemples d'applications. Donc ça, c'est la partie landmark. Ça paraît très trivial de projeter des points de repère sur un visage, mais en fait, la plupart des algorithmes disponibles sur le marché avant qu'on fasse ce travail étaient non seulement faits pour les adultes, mais en plus pour des visages considérés comme normaux. Donc, ils ne fonctionnaient pas sur les visages dysmorphiques d'enfants et encore moins de nourrissons. Donc, on a dû développer cet algorithme de landmarking automatique. Et comme vous voyez, il prend en compte la face, le profil et l'oreille externe, ce qui est assez unique et qui permet d'extraire beaucoup de caractéristiques de la forme du visage. Et donc, l'autre chose qui est cruciale, et on vient d'en parler longuement juste à l'occasion de la communication précédente, c'est les données. Donc, on a la chance d'avoir à l'hôpital Necker un entrepôt de données photographiques assez exceptionnel qui regroupe 3 sources historiques de données. La première, c'est la photothèque du service de chirurgie maxillofaciale et chirurgie plastique qui est constituée depuis 1976 par le professeur Marie-Paul Vasquez, puis après par le professeur Arnaud Picard qui continue ce travail. Et on a la chance d'avoir eu une approche assez visionnaire de Madame Vasquez qui faisait signer des consentements aux patients dès le début de la constitution de la photothèque. Donc, on a pu travailler avec la CNIL et obtenir un accord pour réutiliser ces photos de manière finalement assez simple, malgré toutes les questions que ça posait, parce qu'on a fait la démarche depuis plus de 30 ans, en fait, d'expliquer aux patients la potentielle réutilisation de ces données pour de la recherche. Alors, bien sûr, il n'y avait pas d'IA à l'époque, mais quand même, l'information avait été donnée dès le début de la création de la photothèque. Donc ça, c'est la partie maxillofaciale. Il y a la photothèque du service de génétique de Necker qui est également très riche. Et puis la photothèque historique de l'unité de crânio-faciale anciennement de Daniel Marchak et Dominique Régnier et qui maintenant est l'unité dans laquelle je travaille. Et donc la combinaison de ces 3 photothèques fait une base de plus d'1 million d'images et de c'est pas 22 000, c'est plus de 30 000 patients. Donc, on a une base vraiment riche et toutes ces photos sont bien sûr reliées aux dossiers médicaux des patients. Donc, on a la certitude diagnostique, la recherche génétique. Donc, c'est une des bases de données, à ma connaissance, la plus riche au monde disponible avec des photographies en 2 dimensions. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire petit à petit dans l'application, c'est intégrer ces photos au sein de notre application. Donc, l'application est déjà assez convaincante dans son fonctionnement, mais on en est au début. On n'a inclus que 48 000 photos sur les 1 million. Donc, on a beaucoup de travail encore et uniquement moins de 5 000 patients, dont 1 000 contrôles sur les 30 000 et uniquement 350 syndromes sur encore plusieurs centaines. Donc, c'est le début, ça c'était en janvier. Et l'équipe avance vite et on espère en octobre avoir une version qui sera suffisamment performante pour pouvoir être diffusée à des services tests au sein du territoire. Alors, voici quelques exemples. Donc, ça, c'est un exemple. Le syndrome Kabuki, c'est une maladie rare crânio-faciale connue des maxillofaciaux. Et le syndrome Kabuki a deux mutations
qui causent ce syndrome, dont la différenciation n'est pas évidente pour l'œil même des dysmorphologistes entraînés. Donc, ce qu'on a montré, c'est que non seulement l'application arrive à diagnostiquer le kabuki de manière très convaincante, mais par ailleurs arrive à différencier les deux mutations aussi de manière convaincante et de manière plus fiable que des généticiens entraînés. Et pour ça, on a constitué une base sur toute la France, avec notamment le service de Montpellier qui est de référence dans le domaine. Et vous voyez ici le flux d'analyse. Donc, il y a un mélange entre de l'apprentissage profond, du deep learning et de l'apprentissage machine avec les landmarks. Et puis, on a aussi introduit, c'est ici, une analyse de texture qui décompose le visage en petites parties et qui analyse les variations de niveau de gris et qui, en fait, donne une idée indirecte du relief. Comme ça, on a aussi, même si c'est uniquement en 2 dimensions, avec la face et le profil, on a des indications indirectes sur la projection des pommettes, la courbure du front ou la forme du menton, par exemple. Donc, deuxième exemple, ça, c'est le syndrome de Coffin-Siris. Un peu de manière similaire au syndrome Kabuki, il y a 2 mutations, vous voyez, ARID1B et ARID2. L'œil du clinicien a beaucoup de mal à différencier ces deux syndromes, l'intelligence artificielle également. Donc, nous ne sommes pas arrivés à différencier les deux mutations avec des critères faciaux simples. Donc, ce n'est pas une réponse à tout, l'intelligence artificielle. En revanche, ce qui était intéressant dans cette publication, c'est que toutes les images qu'on a utilisées dans la publication étaient synthétiques. On n'a montré aucune photo de patient. Donc, ici, la première ligne, c'est des visages témoins synthétiques. Et la deuxième ligne sont des visages de patients atteints de Coffin-Siris générés par IA, uniquement par IA. Donc, bien sûr, pour l'étude elle-même, on a utilisé des données réelles, mais dans ce qu'on a publié, il n'y avait plus d'images de patients. Donc, les images synthétiques ont un rôle important pour tout ce qui est éducation, publication et formation. Un troisième exemple, les faciocraniosténoses, donc qui est le principal type de patient dont je m'occupe en clinique. Ici aussi, donc principalement, ces pathologies sont dues à des mutations FGFR et il y a beaucoup de sous-types de mutations FGFR et on a pu faire une grande étude de corrélation génotype-phénotype sur de différents retentissements faciaux de ces mutations FGFR et on a trouvé que certaines d'entre elles, certaines catégories de mutations étaient associées à des phénotypes faciaux particuliers. Donc, c'est une étape vers des corrélations génotype-phénotype plus fines et vers des outils prédictifs plus fins pour pouvoir mieux répondre aux questions des familles sur l'évolution des pathologies. Donc, bien sûr, ça, c'est une première étape avec uniquement des photos. Mais ensuite, il faut enrichir ces modèles de données fonctionnelles, comme les données respiratoires, de données cognitives, pour avoir des modèles prédictifs plus intéressants sur le plan clinique. Mais c'est déjà une étape intéressante où on peut, avec uniquement la photo du visage, avoir une idée sur le sous-groupe de pathologies auquel appartient le patient. Et enfin, un dernier exemple sur l'utilisation plus humanitaire et globale de ce type d'application. C'est une photo qui avait circulé dans la presse générale. Je l'ai trouvée sur Internet au moment du début de la guerre à Gaza. Et là, sur cette photo-là, j'ai vu tout de suite que cet enfant avait un problème crânio-facial. Et la photo était diffusée sur un site d'information. Donc, on s'est demandé si l'algorithme pouvait, sur une mauvaise photo de la presse, diagnostiquer une pathologie. Et ça a très bien marché. Donc, il a tout de suite diagnostiqué le syndrome d'Apert. Donc, l'idée, c'est qu'on peut utiliser aussi cette application sur des photos envoyées par des centres non spécialisés, prises dans des mauvaises conditions par SMS, et les aider, par exemple, pour de la télémédecine et de l'orientation. Et ça peut servir comme outil aussi d'échange avec d'autres centres et que c'est assez résistant à la mauvaise qualité de la photographie. Vous voyez ici, c'était quand même assez flou, pas de face et avec une lumière qui n'était pas optimale. Et enfin, pour terminer, quelques images synthétiques. Oui, on travaille sur ces images synthétiques, pardon, avec plusieurs syndromes. Et l'idée, c'est de diffuser à partir de maintenant dans les publications, les cours, uniquement des photos de patients qui n'existent pas. Et qui, en plus, qu'on peut adapter pour en faire différentes ethnicités, différents âges, pour aussi montrer quel est le retentissement de ces syndromes sur différents types physiques et améliorer les compétences des dysmorphologistes. Pour terminer le déroulement de la mise en place de cette application, donc j'espère qu'une première version sans marquage CE, c'est-à-dire uniquement avec l'orientation vers le CRMR ou le CCMR le plus adapté, sera disponible pour les soignants d'ici la fin 2025.
Ensuite, nous allons travailler au marquage CE d'ici 2026 et nous espérons pouvoir avoir une version avec diagnostic d'ici décembre 2026. Et ensuite, nous travaillerons à des développements supplémentaires, notamment en introduisant d'autres organes, les mains, les pieds, éventuellement des lésions cutanées et peut-être l'utilisation de la photo 3D qui pose beaucoup de problèmes d'acquisition et d'analyse. Donc, pour terminer, c'est une application qui va être disponible gratuitement pour les soignants avec un objectif, c'est de diminuer l'errance diagnostique. Donc, c'est vraiment un objectif qui semble limité, mais qui est crucial pour la prise en charge des maladies rares. Et nous avons pu mettre cette application en place grâce à la base de données unique au monde dont nous disposions à Necker, mais aussi le cadre dans lequel nous avons la chance de travailler, qui combine la clinique et un centre de recherche fondamentale, l'Institut Imagine, où on dispose des compétences en IA et en informatique qui peuvent, et on peut travailler tous ensemble entre médecins et informaticiens et mener à bien ce type de projet. Merci. Merci Roman. Je pense que c'est vraiment un projet, un très très beau projet. Il y a un élément qui est pas troublant, mais qui est quand même spectaculaire, c'est d'arriver progressivement à faire, je veux dire, à appareiller, je veux dire, des caractéristiques, j'allais dire, phénotypiques avec des caractéristiques génétiques, quoi. Oui. Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis voilà, pour le service rendu aux enfants, c'est quand même bravo. C'est vraiment un très, très, très beau travail. Merci, Roman, de ce topo. Une question, est-ce que ça s'applique aux yeux en particulier? Et deuxièmement, un commentaire, c'est que c'est en cas de dérive politique dont on assiste à une ébauche outre-Atlantique, l'utilisation de ce type de logiciel pourrait poser un problème ramenant quelques années antérieures. Donc, y a-t-il des garde-fous possibles? Alors, la première question, nous n'avons pas encore de photos, par exemple, précises de l'iris dans notre base, mais c'est une des directions que nous aimerions prendre en ajoutant les photos des mains, des pieds et éventuellement des photos des yeux. Tout est une question de base de données, en fait. On a la chance d'avoir une base de photos face profil. Si nous arrivons à constituer une base de photos plus centrée sur les yeux, nous pourrons ajouter cette caractéristique, tout en sachant que nous voudrions que ça fonctionne avec des appareils photo simples, mais les appareils photos sont quand même de très bonne qualité maintenant, donc on peut tout imaginer. Après, pour les dérives, nous allons contrôler l'accès avec un numéro type RPPS pour utiliser l'application. Ça va être une application d'orientation et de diagnostic. Donc, c'est sûr que des dérives sont possibles, mais comme tout outil de diagnostic, mais c'est sûr, c'est vrai qu'il y a des résonances désagréables dans tout ce qui est phénotypage facial, mais le bénéfice est tellement important pour les patients qu'on peut estimer qu'un système contrôlé peut tout de même apporter des bénéfices. Oui, concernant les photos d'iris, êtes-vous connecté à l'Institut Foresight avec l'Institut Professeur Odo, etc., sur les maladies rares? Non, pas encore, mais c'est un projet. Vous la connaissez? Oui, c'est un de nos axes de travail. Je vais juste ajouter une chose, il y a deux applications qui existent qui sont un peu similaires à la nôtre. Une qui s'appelle Face2Gene, qui est déjà sur le marché, mais c'est une application commerciale avec une base qui est plutôt petite et c'est assez cher. Et il n'y a pas beaucoup de contrôle d'accès d'ailleurs à cette application. Tout le monde peut l'utiliser. Et il y a une initiative allemande qui s'appelle Deep Gestalt, qui est plutôt académique, avec laquelle on travaille. Et on va certainement fusionner avec cette initiative allemande pour avoir un vrai projet européen. Parce qu'on a la même vision d'application gratuite réservée aux soignants. En matière de malformation, juste une question. En matière de malformation chez l'enfant, et en dehors de ces malformations faciales, est-ce qu'il y a d'autres syndromes qui sont analysés par l'IA de manière aussi importante? Il y a des travaux, bien sûr, sur les maladies cutanées, mais pour tout ce qui est... Maladie cardiaque. Oui, alors, dans ce cas-là, c'est plutôt sur de la radio et sur de l'anapath, mais il y a beaucoup de choses qui se font sur l'échographie, par exemple, et sur la radio. Pour tout ce qui est externe, il n'y a pas encore grand-chose, par exemple, sur les déformations des mains, sur les déformations des pieds, ou même sur tout ce qui est dermatologique de l'enfant, il n'y a pas encore grand-chose. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est étendre notre application à d'autres sources de données phénotypiques chez l'enfant.
Bonjour, oui, j'avais une question par rapport à, déjà bravo à ce que vous faites. Euh, sur les données d'entraînement, si vous considériez utiliser justement des données synthétiques pour améliorer la précision des modèles et justement générer des cas un peu moins typiques qui ne sont pas forcément dans les entraînements. Oui, c'est un article qu'on vient de terminer. D'ailleurs, on a évalué la possibilité d'utiliser ces données synthétiques aussi pour l'entraînement du modèle et ça fonctionne. Alors, l'utilisation des données synthétiques, ça paraît un peu étrange sur le plan conceptuel parce que c'est un raisonnement circulaire, c'est-à-dire on génère des données pour les utiliser pour entraîner le modèle. Mais en fait, il y a certaines conditions statistiques sous lesquelles on peut l'utiliser. Donc, on utilise ces données synthétiques. On a montré que la combinaison de données réelles et synthétiques améliore énormément les performances du modèle. Donc effectivement, parce que notre base, par exemple, est limitée dans certaines sections, pour certaines ethnies, par exemple, on n'a pas les données, et pour certains âges non plus. Donc on peut combler ces défauts-là par des données synthétiques. J'ai deux questions. Vous avez les photos de quel âge à quel âge? Alors, La deuxième question, c'est vous avez pensé au dépistage? anténatal, vous voulez dire? Oui, non, non. Par exemple, des photos face profil à la naissance. Ah oui. Alors, les photos, ça va de 0 à 18 surtout, et on a la chance d'avoir beaucoup de photos de nourrissons, et c'est une période où le diagnostic est souvent difficile pour certaines pathologies, et l'application est très performante. Et avant de répondre à votre deuxième question, on a même testé sur des données prénatales, à la fois de surface de visage générées par IRM ou échographie, mais aussi de données un peu plus lourdes mais utiles, les données de phétopathologie. Donc, on a des banques de photos de fœtus. Donc, ça fonctionne aussi en prénatal. Pour le dépistage, oui, je pense que ça peut, dans l'idéal, ça devrait devenir un outil d'utilisation courante dans les maternités et chez les pédiatres. Nous, souvent en consultation à l'hôpital Necker, on reçoit des enfants parce que le pédiatre a l'impression qu'il y a quelque chose et il ne sait pas trop quoi. Donc ça peut devenir un outil qui va l'orienter à la place de perdre un an et demi à l'envoyer du maxillo à l'ORL, au neurochirurgien, au neurologue. Il va directement aller dans le centre de référence le plus adapté. Parce qu'en fait, c'est un outil vraiment très simple, la radio, à condition que d'ailleurs, il n'y ait pas trop d'irradiation. Parce que... La photo? Ouais. Alors, c'est juste des photos pour l'instant. Ah, c'est des photos. C'est juste pas des des photos. Pour l'instant, c'est juste des photos et c'est juste des photos et ajouter d'autres en compte, essayer d'éviter d'ajouter d'autres éléments pour vraiment garder un outil très simple. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je voulais juste rajouter. Tu as une question? Des formations génétiques ou est-ce que vous avez déjà commencé à regarder qu'est-ce qui peut, au niveau exposome, exposition in utero de l'enfant, qu'est-ce qui peut engendrer des malformations qui ne sont là plus génétiques, mais liées à un facteur d'exposition? En fait, tout est une question de base de données, mais le principe ce type d'approche peut fonctionner pour beaucoup de pathologies. Je sais qu'il y a des outils, par exemple, aujourd'hui, assez performants de diagnostic et de suivi de l'acromégalie. Alors, c'est pas exactement ce dont vous parlez directement, mais c'est des pathologies qui sont de l'adulte et hormonales. Ça existe. Donc, ce type d'approche peut être utilisé pour toute transformation, modification du visage dans le temps. On peut également l'utiliser pour des suivis de traitement. Par exemple, on l'utilise aujourd'hui pour le suivi des patients qui bénéficient d'un traitement médicamenteux de l'achondroplasie et de certains traitements médicamenteux des hypertrophies faciales pour quantifier les effets du traitement dans le temps qu'on peut utiliser. Pour les pathologies environnementales, il n'y a pas, à ma connaissance, de base de données suffisante pour le faire, mais ce serait bien sûr, ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup, Roman.